La raison pour laquelle on a mis cette loi, on a voté cette loi, c'était parce que on pense que porter des signes ostentatoires d'appartenance religieuse à l'école, par exemple, entraîne en quelque sorte le communautarisme. Je suis un enfant de l'école laïque où je rentrais dans l'école, j'étais dans l'école de l'État et j'étais avec tout le monde. Et que je pense qu'au lieu de pousser les femmes à aller, ou les jeunes filles à aller dans des écoles privées, je veux dire, on veut des écoles privées. Je suis contre le principe de l'école privée, moi. Mais justement, si on accepte le voile, donc selon vous, on devrait laisser les filles porter le voile à l'école publique. Oui, partout. Moi, je suis pour un principe si clair. Si on accepte cela, finalement, est-ce que ça va pas entraîner finalement le communautarisme? C'est-à-dire que les filles dans l'école qui vont porter le voile vont avoir tendance à rester entre elles. Mais c'est le contraire. C'est le contraire partout. C'est que les jeunes filles, je veux dire, tous les exemples montrent, aux États-Unis, en Angleterre, partout où on a laissé les jeunes filles, c'est le contraire qui se passe, c'est qu'elles sont plutôt tendance à s'ouvrir sur des personnes. Et vous voyez des filles qui portent le foulard, qui n'en portent pas, des filles qui ne sont pas musulmanes, ensemble. Là, on a fait quoi? On les a poussées à l'extérieur. En fait, on les pousse à aller vers des écoles privées ou à ne pas aller à l'école. Alors moi, ma réponse, elle est claire. Aller à l'école, même sans foulard. Mais depuis quand la tenue vestimentaire fait que vous choisissez vos amis, vous? Je sais pas, moi, les personnes qui ont un style vont avoir tendance à rester avec des personnes qui ont leur style. Enfin, c'est quelque chose de normal, non? Mais écoutez, je vais vous dire une chose, juste si vous me permettez de répondre à ça. D'abord, je ne suis pas sûr que cette logique fonctionne. Moi, je ne vois pas des ordres de gens stylés d'une certaine façon dans les couloirs des écoles. Je ne crois pas. Je crois qu'on choisit ses amis sur d'autres considérations. Et même pour moi, je crois que c'est toujours mieux pour des jeunes filles qui portent le foulard ou pour des gens qui s'habillent de quelque façon que ce soit, d'être ensemble. Mais vous savez, au fond, tout ça, là, on est à la périphérie de la question. Parce que le but, c'était de dire... Moi, j'ai entendu des gens qui me disaient « l'école est un temple, c'est sacré, on ne vient pas avec des tenues particulières ». Je dis « attendez, ne transformez pas l'école en un lieu religieux où il y a du temple et du sacré. C'est un lieu d'échange et de la connaissance. Et moi, je veux que l'école... elle soit neutre, mais qu'on se mette d'accord sur la neutralité. Qu'est-ce que c'est que la neutralité de l'école? Est-ce que c'est dans la façon dont s'habillent les élèves ou est-ce que c'est dans la façon dont s'habillent les maîtres? Non, la neutralité, c'est dans la transmission de l'objet enseigné. C'est-à-dire que c'est ça qui doit être neutre. Écoutez, j'ai fait ma première thèse sur Nietzsche qui a dit « Dieu est mort ». Je l'ai enseigné, Nietzsche. Je ne disais pas « Nietzsche a dit Dieu est mort, ce mécréant ». Je disais, il a dit Dieu est mort et j'expliquais sa philosophie avec le respect qui se doit à la pensée d'un homme qui a mis au centre de sa philosophie la souffrance comme mode d'être. C'est ça qui m'est demandé à moi comme enseignant, c'est de donner la matière de mon enseignement de façon neutre. Mais si les élèves confondent ma tenue vestimentaire avec ce que je dis, ou si moi je regarde leur tenue vestimentaire pour savoir comment fonctionne leur esprit, il y a une distorsion intellectuelle là. C'est une distorsion intellectuelle. Une fois, une jeune fille entre dans une salle, elle dit un truc hyper intéressant dans une discussion. Le type la regarde, il dit « Ah, mais ce que vous dites là, c'est hyper intéressant. » Du style « Avec ton foulard, tu réfléchis pas. » Mais on en est là. Cette discussion-là a amené ceci. Et moi, je suis assez d'accord avec Régis Debray, qui disait « Mais il faut aller jusqu'au bout. » Comment ça se fait que dans les écoles, quand vous arrivez avec une certaine tenue vestimentaire, si vous n'avez pas une croix trop visible, parce que là aussi, vous avez vu, vous, les gens qui avaient la croix de la même taille toujours ensemble, moi, je n'ai pas vu. Mais la croix, ou la kippa, ou le truc, on ne les veut pas. Mais vous rentrez à l'école, et sur l'école, vous avez Coca-Cola, vous avez Nike. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dit « restez à la porte » ? Pourtant, ça, c'est pas neutre. C'est une vraie politique de la consommation. C'est quoi Coca-Cola? C'est une multinationale qui rentre à l'école. Et lui, il disait, on veut être neutre, il faut même ça, il faut l'interdire. À la limite, faire remettre l'uniforme. Non, on veut la neutralité du religieux, mais tu laisses entrer l'économique. L'économique n'est pas neutre. Par exemple, comment la laïcité peut-elle être appréhendée sans pour autant tomber dans un modèle de type anglo-saxon? Parce que je pense que c'est quand même une peur que les Français ont de ne pas tomber dans une communauté, dans un espace de vie qui ressemble à ce qu'on voit en Angleterre, par exemple. Comment elle pourrait gérer ça? D'abord, je vais vous dire une chose. Moi, je suis très critique. Je vis à Londres. Je suis très critique du modèle anglais qui a parqué les gens par origine ethnique et puis les gens restent un peu entre eux. Sauf dans certaines régions. Si vous allez à Londres, par exemple, Londres, c'est une ville très cosmopolite. Vous voyez des gens de toutes les couleurs partout, même si on a des secteurs quand même.
Mais pour moi, ce n'est pas l'idéal. Et souvent, quand on a voulu me critiquer, on a dit, Tariq Ramadan, ce qu'il veut, c'est le modèle anglo-saxon. C'est qu'on n'a rien lu de ce que j'ai écrit sur la critique du modèle anglo-saxon. Mais si on veut résoudre le problème en France, ce n'est pas en agitant l'épouvantail anglo-saxon, c'est en regardant les problèmes. Quand vous vous promenez en France, et moi je le dis souvent à vos politiques et je le dis souvent aux gens, parce que souvent ceux qui disent ou qui me démonisent en public, c'est des gens que je vois en privé et qui veulent l'opinion parce qu'ils connaissent, ils savent que je connais le terrain. Moi ça fait 25 ans que je parcours ce pays. Je suis allé pratiquement dans toutes les villes de France et il y a des endroits que je connais très très bien. Quand vous voyez la France, le problème de la France aujourd'hui, c'est effectivement qu'il y a de la ségrégation sociale. La ségrégation sociale qui sont ce qu'on a appelé les banlieues ou les cités, mais on a aussi des cités résidentielles où il n'y a que des traits blancs de classe moyenne et qui ne se mélangent pas. On a aujourd'hui une société très sectarisée, très basée sur la ségrégation. Et on regarde l'Angleterre et on dit, nous, on ne veut pas de ségrégation ethnique comme vous. Mais quand on regarde la France, on se regarde mal. Ce qui est en train de se passer en France, c'est que c'est peut-être pas forcément fondé sur l'origine ethnique, mais c'est sur le statut social. Vous avez des lieux où les gens sont des pauvres. C'est des gens où il y a de la violence, où il y a de la drogue, où il y a des vrais problèmes sociaux. Et donc, comment on va résoudre ça? En disant simplement l'unité de la République en le clamant ou en ayant une vraie politique de l'union de la République. L'unité de la République, si vous voulez mon avis là-dessus, et c'est ce que j'ai écrit dans une lettre à Libération, lettre ouverte au ministre de l'Éducation et au ministre de l'Intérieur. Il faut deux axes essentiels. Le premier, c'est une politique urbaine. Et la politique urbaine, ce doit être une politique de mixité sociale. C'est-à-dire qu'il faut casser ces banlieues et il faut faire sortir les gens de ces lieux-là. Il faut accepter la mixité sociale. Ça veut dire qu'il faut arrêter, quand vous vous appelez, moi si j'appelle aujourd'hui un appartement qui est dans une zone résidentielle, classe moyenne, majoritairement des Français de souche, comme on dit. Encore une fois, des immigrés de plus longue date. Donc, si j'appelle avec, j'ai pas d'accent, enfin on va peut-être se dire il est un peu suisse. Mais quand je vais, on va peut-être me dire l'appartement est libre. J'y vais, on voit ma tête, l'appartement il est pris. Combien il y en a qui vivent avec ça? Cette discrimination à l'habitat. Ça, il faut le résoudre. La mixité sociale passe par des politiques urbaines où on casse ces ghettos géographiques. Deuxième des choses, une vraie politique éducative. Une vraie politique éducative. Moi, j'ai parlé avec des inspecteurs de l'enseignement. Des inspecteurs de l'enseignement qui vous disent, vous allez dans des lieux, c'est des classes où vous envoyez des profs qui ne sont pas formés, éduquer des jeunes qui sont impossibles. Ils sont impossibles parce qu'il n'y a pas de discipline, parce que c'est difficile. Normalement, on devrait envoyer les enseignants les mieux formés. Ils n'ont pas envie d'y aller parce que ce n'est pas pour eux qu'ils ne voient pas l'enseignement de cette nature-là. Une vraie politique éducative. Une politique qui est pour une égalité d'opportunités, une égalité dans l'accès au savoir. Où elles sont ces politiques éducatives? 2005 est passé par là. La France était à feu et à sang. Dites-moi concrètement ce qui a été fait dans les banlieues qui ait permis une politique urbaine et une politique sociale digne ce nom. Si ce n'est de nous ramener chaque 3 ans la laïcité, les musulmans, le problème. C'est pas ça le problème de la France. Donc moi, si je veux pas de l'exemple français, je commence pas à islamiser les problèmes. Je commence à poser les problèmes en tant que Français. Vous êtes pour l'application stricte de la loi de 1905. Complètement, oui. Tel que l'est monsieur Éric Zemmour. Mais il semblerait pourtant... Vous me direz tout à l'heure pourquoi vous applaudissez, mais bon. Ah, c'est juste pour me soutenir parce que, avec ma question précédente là où... Ouais. Mais il semblerait pourtant que vous soyez en léger désaccord avec lui. Donc y a-t-il une divergence d'interprétation dans la loi? Quelle est la vôtre? Et comment expliquer ces divergences? Ben écoutez, c'est assez clair. Vous faites référence à un débat qu'on a eu. Vous savez, j'ai eu un débat avec lui à la télévision française et je suis radicalement en opposition avec ses vues, sur plusieurs domaines, hein, pas simplement sur la question de l'islam, sur la question des femmes, sur la question de l'ère de l'époque contemporaine. Mais je vais vous dire une chose. Autant je suis radicalement en opposition, autant de tous ceux que j'ai pu confronter sur la scène médiatique, c'est un des rares qui a parlé de la substance du débat et qui ne m'est pas pris et qui ne m'est pas attaqué sur des questions personnelles. Parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément de peine à avoir un débat serein en France sur la substance, sur ce qu'on fait maintenant.
souvent c'est votre grand-père, votre frère, Jules de chez Schmitt d'en face. Vous voyez, c'est le genre comme ça. Donc, on a sur cette question-là un désaccord important. C'est que Éric Zemmour, pour lui, la laïcité et la loi de 1905, c'est une loi d'assimilation. C'est-à-dire, il vous dit, à Rome, tu fais comme les Romains. Oui. Et moi, ma question, il dit, bon, ça veut dire quoi? Il dit, il faut changer la tenue vestimentaire, parce que lui, en plus, il va très très loin. Par exemple, sur la question du foulard. C'est pas simplement à l'école. Lui, il veut que dans la rue, on n'en voit pas. C'est-à-dire, le seul musulman acceptable pour Éric Zemmour, c'est ce que je lui ai dit, c'est le musulman invisible. On ne veut pas te voir. C'est-à-dire, l'assimilation, elle est complète. Je lui dis, mais ça va, mais le problème, c'est que, regardez ma couleur, je fais comment quand je viens d'Égypte et que j'ai cette couleur-là? Je vais être visible dans la rue. Et quand vous êtes visible sans l'être vraiment, vous devenez d'autant plus suspect quand vous donnez l'impression de vouloir être ce que vous n'êtes pas. Et donc, en l'occurrence, je crois qu'il a un projet qui est absolument pas du tout réaliste. Il ne regarde pas la réalité des sociétés qui changent. La société française, elle est en train de changer. Quand il dit « à Rome, tu fais comme les Romains », c'est bien. Mais moi, ce que je lui ai envie de lui dire, mais Rome, avec le temps, change. Rome, avec le temps, devient multicolore. Il y a différents... Regardez cette salle. Il y a 30 ans, vous auriez réuni des gens dans cette salle-là, ça aurait été, excusez-moi l'expression, un peu plus blanc. Ça se colorie. Alors après, vous pouvez dire, ben oui, mais c'est vrai, c'est concret, c'est-à-dire que les sociétés changent, il faut l'admettre. Éric Zemmour, il veut une loi où on doit effacer toute aspiration ou toute différenciation. Je lui dis, mais ça, c'est une des visions de la laïcité. C'est une vision assimilationniste totale. Et moi, je dis non. Je dis que la laïcité, c'est une loi, un corps de loi qu'on doit respecter, mais qu'à l'intérieur du respect de la loi, on a la possibilité d'avoir une liberté de conscience, une liberté de s'habiller comme on veut, des couleurs que l'on veut, tant qu'on respecte la loi, elle ne m'impose pas de disparaître. Dans un débat que j'avais eu avec Marine Le Pen, elle me regarde comme ça. Oui, j'ai eu un débat assez intéressant, troublant parce que la femme est intelligente, parce que la femme, elle sait de quoi elle parle, elle sait très bien exactement où ça touche. Je veux dire que sur les 10 coups qui sont partis en politique intérieure sur les 3 derniers mois, les 10 coups, sur les 10, il y en a 9 qui partent, elle donne le là de la politique intérieure aujourd'hui. Et une intelligence assez incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez vu descendre à Lampedusa, dire « j'aimerais bien vous accueillir, mais on ne peut pas ». Donc, c'est bien, je veux dire, langage du cœur et langage ferme de non à l'immigration. Mais ce qu'elle me dit à moi, elle me dit « mais monsieur Ramadan, pourquoi est-ce que vos enfants, elle parlait génériquement de tous les Arabes, pourquoi vos enfants, vous les appelez encore Fatima, Abdelrahman, Ahmad, mais pourquoi vous ne les appelez pas Laetitia, Catherine Qu'est-ce qu'elle veut? Enfin, c'est ça, c'est effacer ces noms qu'on ne veut pas voir. Donc toi, tu arrives, tu viens d'Afrique, t'es noir d'Afrique, arabe d'Afrique, et tu t'appelles Alain, Stéphanie, c'est ça. Ça, c'est le modèle laminé, c'est le modèle assimilé, on ne veut rien voir. Ben non, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Il faudra qu'on s'habitue au nom arabe, français, arabe, comme on s'est habitué à Mario. Quand je dis Mario, ça peut être français. Quand je dis Zinedine Zidane, c'est français aussi.